Bonjour à tous, bienvenue sur Data Watch. C'est un podcast où on va parler de veille data, basé sur les articles, les posts LinkedIn que je peux faire le vendredi, où je partage des articles de la semaine passée, très orientés data engineering, même si ça peut déborder un peu sur la data qualité et data science. Et donc je suis avec Axel. Salut Bertrand. Salut Axel. Pour me présenter, moi je suis data ingénieur freelance depuis quelques mois et je suis tombé dans la data depuis 2011, donc ça commence déjà à dater. Est-ce que tu peux te présenter, Axel? Ouais, ben, moi, ça fait à peu près 5 ans que je suis dans la data. J'ai fait du contrôle de gestion avant, puis j'ai fait une réorientation en data Ok. et ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant que je suis sur différents sujets, chez différents clients et c'est toujours, ben, le même, même bonheur d'évoluer dans ce domaine. Mhm. Ça marche. Et aujourd'hui, donc, on va parler, d'une nouvelle version sur, dbt. On va aussi parler de réduction des coûts sur, Snowflake. On va aussi parler de Panda vs Polar et on va aborder aussi, le fait de faire du Python sur du SQL Server. Donc, dbt, Axel? Yes, ben, je vais peut-être, représenter rapidement ce que c'est DBT. Ouais. Avant d'en venir à la release, 1.8. Donc DBT, c'est un framework, open source, en fait, qui est conçu pour, normaliser les transformations de données dans les data pipelines. Mmh. Donc, c'est pas il y a pas d'invention incroyable, mais en fait, c'est un framework qui permet d'utiliser, en fait, les bonnes pratiques Mmh. du craftsmanship OK. et en fait, ça rend ton code modulaire, réutilisable et il optimise aussi la gestion de la doc et des dépendances. Mmh. Hem, donc il s'appuie principalement sur ce qu'on appelle les modèles qui sont écrits, en SQL et on peut utiliser aussi du templating, Jinja. Donc tout reste basé sur le SQL. On peut, créer des modèles spécifiques à un domaine, Mmh. heu, comme, vente, données clients, supply et spécifier les dépendances entre les modèles. Mmh. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'on peut les réutiliser partout. Donc, et la documentation, elle se génère grâce au code que tu écris. Donc c'est ce qu'on appelle une documentation by design. Mmh. Elle est couplée à ton code. Donc, pour en venir au sujet, principal de la version 1.8 qui introduit les tests unitaires. Ouais. En fait, il y avait déjà des tests dans DBT. Maintenant, on les appelle les data tests, mais avant, ils s'appelaient, tout simplement les tests. Mmh. Donc il y avait les singular tests et les generic tests. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Ouais. mais l'intérêt, en fait, principal des generic tests, c'est qu'on va utiliser des arguments, des variables, Mmh. pour permettre de réutiliser, ces tests-là, peu importe, le modèle. Et donc là, les tests qu'il y a, dessus, c'est, des tests, sur les données? Parce que de ce que je me rappelle sur DBT, c'est que tu pouvais lui dire, «Cette colonne de données, il y a un range qui doit être de tel à tel», par exemple, hein. Est-ce que c'est toujours la même Ouais. chose ou il y a quelque chose en plus? En fait, dans DBT, tu as 4, heu, tests, built-in, donc qui sont, proposés d'office. OK. Donc effectivement, tu as par exemple le is not null quand Mmh. tu veux, de l'exhaustivité sur une colonne, f que ta donnée, fasse partie, d'un référentiel. Par Mmh. exemple, une liste de, je sais pas, de fournisseurs, par exemple. OK. Si ta donnée correspond pas à un fournisseur qui est dans la liste, il va tomber en échec. Mmh. Donc tu en as 4 comme ça et tu as aussi des packages que tu peux, donc des surcouches de tests. Mmh. Le plus connu, c'est dbt expectation, OK. qui est tiré de Great Expectation, un Mmh. package Python de test, où là, tu peux faire tes propres jeux de test sur mesure. Mmh. Mais le unit test, donc celui qui est release là avec la dernière version,
il permet de valider une petite portion de ton code. OK. Donc en fait, il permet de valider la logique de ta modélisation SQL sur un petit ensemble d'entrées statiques, ça c'est important, c'est de OK. l'entrée statique, Mmh. avant de matérialiser le modèle complet en production. Alors que, jusqu'à présent, tu devais, avoir ton modèle complet. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec les data tests, hem, non pardon, avec les je m'embrouille. Avec Mmh. les data tests, tu devais tester, une fois que le modèle était construit. Ouais. Avec les unit tests, donc les tests unitaires, qui sont nouveaux, Mmh. là, tu peux le faire même, en fait, pendant la construction de ton modèle. Pas OK. obligé de finir une mouture, de ton modèle pour lancer les tests. D'accord. Donc, en fait, tu peux la pour parler concrètement, tu peux faire du TDD maintenant avec Mmh. dbt, OK, du super. test driven development. Mmh. Voilà et OK. donc l'autre sujet de quoi, gros sujet de la version 1.8, c'est que, heu, il y a maintenant un découplage entre dbt core Ouais. et dbt adapters. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, quand tu installais dbt, tu faisais un pip install dbt, dbt core, il me semble, Mmh. en précisant l'adapteur et cetera, mais tout était dans le même package D'accord. et en fait, ce qu'ils ont fait les équipes de dbt, c'est qu'ils ont découplé ce dbt core, en plusieurs, composants. Donc maintenant, tu as le dbt common, le dbt core et le dbt adapteur. Et ça apporte quoi pour l'install? Alors, enfin, pour les développeurs, ça permet d'avoir un développement produit qui est plus itératif. OK. Donc tu as moins cette notion de grosses releases, trimestrielles, avec, tout ce qu'il y a dedans Mmh. et pour la maintenance aussi, de la communauté de dev, DBT, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Différents composants plutôt que, tout un ensemble de composants avec, Mmh. beaucoup de couplage. OK. Et sinon pour les utilisateurs, effectivement tu parlais de l'install, en fait, ils pourront gérer plus finement leur mise à jour des composants. Mmh. Donc ils pourront, par exemple, maintenant, monter de version sur l'adapteur, mais pas sur le DBT core. OK. Donc voilà, c'est la grosse, évolution pour cette partie-là, pour le découplage, DBT core, DBT adapteur. OK. Et j'avais une question Alors sur les tests unitaires qui sont mis. Ça, ouais, c'est quelque chose qui peut être exécuté automatiquement, par exemple, dans le cadre d'un pré-commit sur DBT? Tu peux pas commit si jamais les tests sont pas, validés? Est-ce que c'est ouais, bien sûr, poussé? Ouais? ouais OK. et pour le DBT adapteur, Mmh. j'ai oublié de préciser ce que c'était. En fait, c'est un composant Mmh. qui permet à DBT de se connecter et d'interagir avec ton système de base de données. Mmh. Donc tu as, par exemple, un adaptateur BigQuery, Mmh. un Redshift, un Teradata, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a OK. qui sont trusted par DBT et tu Ouais. en as qui sont, alors ils sont, validés par DBT, mais il y a pas de notion d'engagement contractuel sur le les, comment dire? Sur, la maintenance, Ouais, c'est un la produit, non officiel, donc du coup, l'équipe, voilà, c'est il est validé par garantit pas, ouais. DBT, mais pas officiellement, inclus, trusted, chez eux. OK. Ouais, je vois tout à fait. OK. Et toi, dans le cadre de ta mission, tu utilises justement DBT? Non, on a fait Encore? justement, la school, Ouais. à 2 là, chez Sphère, Mmh. parce qu'on devait engager un POC Mmh. DBT, mais finalement, bah, le client a pour l'instant pas retenu la solution, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à mettre en place. Mmh. Moi, je suis sur une mission où en fait, à la base, il y avait rien, Mmh. donc donc il y a tout à faire et DBT a pas été retenu, dans un premier temps, dans la stack. OK. Mais du coup, je fais beaucoup de veille, sachant que, c'est vraiment l'outil
de la stack que je veux mettre en place chez le client, quoi. OK. Parce que moi, là, chez mon client, on met petit à petit DBT et Ouais. clairement, c'était un des sujets, pour dire les tests unitaires, comment est-ce qu'on pourrait les mettre en place? Parce que de toute façon, actuellement, on les a pas, mais Mmh. ça pourrait être bien de les mettre en place, en plus de passer sur DBT et là, c'est clairement avec la nouvelle release là dont tu parles, Mmh. ça répondrait clairement aux besoins. Ouais, c'est breaking change, hein, Ouais, clairement. pour DBT, tout le monde en parle. Ouais, ouais. Je me souviens aussi chez d'autres clients, quand j'étais sur, PySpark, justement, on mettait en place des tests unitaires sur des petits jeux de données, on testait les fonctions et cetera, on les appliquait et ça, c'était vraiment bien pour augmenter la qualité du dev. Ouais. Ça marche. T'avais Et autre toi, chose tu me sur parles de quoi? alors moi, je vais parler de l'article de Joseph Machado, j'espère qu'on dit comme ça, qui a été publié le 9 mai. C'est sur des pistes pour réduire les coûts sur, Snowflake, et il donnait donc, quelques tips sur ça. Il s'attardait sur, penser au fait de réduire les temps de suspension automatiques, c'est-à-dire que on peut configurer dans Snowflake un temps de désactivation au niveau des entrepôts inactifs. C'est-à-dire que si jamais ton entrepôt il est pas actif pendant 5 minutes, c'est possible de l'éteindre. Au bout de 10 minutes, tu peux l'éteindre et lui, il conseillait, de descendre à 1 minute. Donc, OK. lui, il conseillait d'utiliser donc apparemment pour faire ça, c'est avec une commande auto suspend dans un alter SQL où on peut Mmh. configurer ça en secondes. Donc je trouvais ça, vraiment intéressant. Il conseillait aussi, de mettre en place un temps d'exécution maximum pour une requête, Mmh. parce que dans Snowflake, tu peux lui dire: «Bah, fais-moi la requête super rapidement», mais dans ce cas-là, il va te mettre, des ressources énormes derrière et tu vas payer cher. Par contre, si tu es prêt que ta requête, elle peut tourner en 5 minutes, en 10 minutes, il y a aucun problème pour ça, bah, autant le faire parce que comme ça, il va allouer moins de ressources et ça va coûter moins cher. Donc OK. ça, pareil, c'est avec la commande statement timeout in seconds, que j'ai trouvé intéressant. Il parlait aussi de la file d'attente. Ça c'est un peu le même principe, pour dire: «Est-ce que, tu as besoin de passer prio? Est-ce que tu peux attendre dans ta file d'attente, pour, faire passer d'autres traitements qui pourraient être, plus prio?» Et apparemment ça peut jouer aussi sur les coûts, et dans ce cas-là, la commande, c'est le statement queued timeout in seconds. Il Mmh. parlait aussi du nombre de clusters alloués à un entrepôt. Pareil sur Snowflake, tu peux lui dire, «Je veux qu'il y ait, 1, 2, 3, 4, 5, clusters», toujours en termes de perf. Et là, il Mmh. conseillait de mettre en place, de changer en tout cas ces paramètres-là. Donc c'est avec le min cluster count et le max cluster count. Là, j'ai pas noté combien il recommandait, mais en tout cas, il recommandait de limiter. Donc ça, j'imagine que ça dépend de l'usage du client. Il faudra aller voir directement sur ses propres usages. Est-ce que le nombre de clusters qui est actuellement en place, est-ce que c'est overkill ou est-ce qu'il faudrait, qu'il augmente? Enfin, il faudrait, faire un Ouais, tu dois monitoring, je faire, pense. du je pense que tu peux juger de ça avec un monitoring, Ouais, maison, pour allouer, au plus juste. ouais, c'est ça. Clairement, il Et va quand falloir tu faire ça. parles d'utilisation, Mmh. pour la veille, Mmh. qui se mettent en veille, c'est l'utilisation, en pipeline ou, en consultation par des clients? Ça, j'avoue, je l'ai pas noté. Enfin, je l'ai pas mis sur mes notes. Ça pourrait OK, être pas mal d'aller voir plus en détail, OK. effectivement. Après l'entrepôt, là, c'est vrai qu'il parle pas de pipeline. Peut-être consultation client, ouais. Mais Ouais, bon, il faudrait aller voir. parce que j'imagine qu'ils fonctionnent aussi avec des vues, sur Snowflake, et du coup, ça fait pas appel directement aux tables. Mmh. Potentiellement, la veille peut être, vraiment bénéfique dans ce cas-là. Mmh. Elle peut être en veille, 22 heures sur 24 par exemple, tu Mmh. vois? Et là, ce serait vraiment top, quoi. Parce que là, quand tu dis ça, c'est juste, le fait qu'il y ait une surcouche de Snowflake sur les bases de données en elles-mêmes, sur les socles de données Ouais, et que là, on pourrait désactiver. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa. Ça, il faudrait que j'aille, regarder directement. ouais. Mais tu bosses avec, un peu avec Snowflake? Non, non, chez mon client, il y a pas de Snowflake. Ils en parlent quand même, mais il y a pas encore de développement OK. sur, Snowflake. Ouais, c'est une solution qui, bah, d'ailleurs, ils sont cotés en bourse. Tu peux acheter des actions Snowflake. Et à la base, c'est un Français en plus.
Mmh. qui est parti, vivre, dans la Silicon Valley là Ouais. et bah, ça l'utilisation elle a été vachement, fait l'objet de beaucoup de croissance en fait depuis une dizaine d'années. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser perso, mais c'est un produit vraiment que j'aimerais bien, bien prendre en main. Mmh. Donc à garder dans la veille. Ouais, clairement. Bah, j'entends beaucoup de bien sur Snowflake, j'entends aussi du Databricks. Je sais qu'il y a certains clients qui ont mis ça en place. Je crois que c'est Onet qui utilise du Databricks. Je crois que c'est sur du AWS qu'ils ont branché ça Ouais, et Decathlon aussi. ça pourrait être pas mal effectivement. Yes. Et sur l'article, il recommandait aussi, d'analyser les requêtes les plus coûteuses, classiques, et apparemment il y a, directement une commande en SQL, c'est le query history. Mmh mh. Enfin, c'est une table, en fait, query history. Tu peux faire un select étoile sur cette table-là et tu peux, classer par requête, consommant le plus de volumétrie, le plus de données et donc là, ce qui permet aussi de voir, les requêtes et puis de travailler tout simplement pour optimiser les requêtes. Donc Yes. donc ça, c'est vraiment sympa. Hem, il recommandait aussi de consolider les pipelines. Quand il parle de consolidation des pipelines, je pense qu'il parle de regrouper, au niveau du batch. Donc si jamais c'est en batch, hein, streaming, on met à part, mais si c'est en batch, Mmh mh. de regrouper un peu pour dire: «Il y a pas besoin d'allumer toutes les machines toute la journée pour faire, tourner une pipeline à 3 heures du matin, à 15 heures et cetera partout». De tout Mmh essayer de mh. regrouper à un seul moment, si c'est possible au niveau de la dispo des données, pour, Ouais. à partir d'une certaine heure, éteindre tout simplement les machines qui font tourner la pipeline. Ouais, c'est sûr. Après, des fois, tu es un peu, «obligé» entre guillemets de le faire tourner toutes les 6 heures, par exemple, parce que le Mmh. métier demande, Il y a des cas. Mmh. ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Mais ouais, ça me paraît, tout à fait logique, hein. Mmh. Il parlait aussi de diminuer l'utilisation des scans, du monitoring, enfin de l'observabilité des données. Heu, là, je ne sais pas si c'est des outils internes à Soflec, mais j'imagine que oui. Apparemment, ils peuvent, tu as des outils de monitoring qui regardent un peu tout le temps, la qualité des données et donc ça peut être consommateur aussi. Il disait: «Est-ce que tu as vraiment d'avoir, sur quelque chose qui tourne en batch?» On va reprendre ton exemple toutes les 6 heures. «Est-ce que tu as besoin d'avoir une qualité des données, toutes les 10 minutes dessus?» Ouais. Non, peut-être pas. Il faudrait que ce soit toutes les 6 heures, au moment où il y a vraiment un intérêt de les avoir. Donc là, ça peut être pas mal et il disait aussi, pour la couche sémantique, j'en entends de plus en plus parler, je pense que c'est à la mode aussi la partie, couche sémantique avec Looker, surtout avec Look, ML Ouais, et DBT, lequel, je crois qu'il y a une couche sémantique aussi. ouais, Heu, aussi, ouais. il recommandait de plutôt travailler sur des tables préagrégées, plutôt que de mettre toute la gestion dans la couche sémantique, pour réduire les coûts. Ouais. Donc ça, c'est pas mal Ouais, aussi. c'est de l'optimisation, Mmh. C'est ça. Il recommandait d'utiliser les petits jeux de données pour le développement, mais bon, ça, c'est pas spécifique à Snowflake, je pense que c'est, spécifique à tous les devs. On devrait ouais, faire ouais. attention à utiliser des petits jeux de données, des échantillons pour faire les devs. Heu, après, il y a la CI qui permet de voir, sur des jeux de données plus grands, est-ce que ça s'intègre bien ou pas, notre développement. Heu et il parlait tout simplement de faire du monitoring, sur les coûts. Donc ça, c'est plutôt en mode, un peu FinOps, de voir, toutes les dépenses qu'il y a Mmh mh. sur ce qu'on peut faire. Dans le Donc même registre, sur ouais, DBT, par exemple, tu peux faire, ce qu'on appelle du dry run. OK. Donc, en fait, tu vas lancer ton DBT, ton DBT run, Mmh. mais à vide. OK. Donc en fait, c'est l'équivalent un peu du parsing. Donc Mmh. ça va juste prendre tes modèles sans, mettre de données dedans Ouais, et en fait, ça va vérifier la logique de tes modèles. OK. Donc ce qui permet d'avoir des coûts, en fait, infimes, quoi, Mmh. des tests. OK. Non, c'est pas mal ça. Moi, je peux te parler rapidement de Polars en 3 minutes. Allez, c'est parti Ouais, donc et pour l'article, sur, en fait, l'outil PolarRS ouais. est en train de remplacer Panda. Mmh. Heu, ce qui est intéressant, c'est que l'article, il est très synthétique. Mmh. Il va droit au but. En fait, l'auteur et ça, c'est complètement vrai, Ouais. dit que PolarRS est plus rapide pour traiter de la donnée Mmh. que Pandas. Mmh. Donc c'est tous les benchmarks le prouvent. En plus, il écrit en Rust, donc tu as Mmh. toute la communauté, des Rustins,
qui sont au taquet Mmh mh. et PolarRS a aussi une interface SQL, alors que Mmh mh. Panda n'en a pas. Quand tu développes avec Panda, pour traiter de la donnée, avec Python, Mmh mh. hem, tu as que des fonctions. Donc il y a quand même une courbe d'apprentissage, sur Panda que peut éviter PolarRS aussi. Après sur Panda, il y a quand même une, méthode, c'est, read SQL, où tu peux lui donner du code SQL dedans. Depuis la version 2.0? Ah peut-être, j'ai pas suivi sur la version, mais je sais qu'il y a cette Peut-être, ouais. méthode-là qui existe, ouais. Ouais. Mais moi, je t'avoue que j'ai plus utilisé Panda depuis un moment. OK. Je suis sur PolarRS, Ouais. et PolarRS, donc en plus d'être beaucoup plus rapide et de beaucoup mieux gérer la mémoire, Ouais. il sait faire de l'out of memory. Donc en Ouais. fait, OK. heu, en fait, ton job va pas être kill Mmh mh. comme sur Panda s'il dépasse de la mémoire. Il Mmh mh. sait traiter des dépassements de mémoire, en fait, Ouais, je vois. d'allocation. Mais en fait, ce que je retiens surtout de cet article, c'est que, en fait, l'auteur, il explique que même si c'est implacable, PolarRS est meilleur que Panda, Mmh mh. en fait, beaucoup d'équipes, d'organisations remplaceront pas Pandas. En tout cas, pour l'instant. Mmh mh. En fait, il décrit qu'il y a des comportements que peuvent avoir, les équipes ou les managers. Par exemple, on va te répliquer que le code Pandas, ben, il est en prod, il est fonctionnel. Ouais. Donc, c'est pas prioritaire de passer sur, PolarRS, par Mmh exemple. mh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est il dit que ça reflète plusieurs choses. C'est que ça reflète une mentalité, heu, qui veut pas forcément découvrir de nouveaux outils. Mmh mh. Tu vois? Sortir de sa zone de confort, Mmh mh. heu, une crainte de l'inconnu. Mmh mh. Donc ça peut être intéressant pour toi, pour juger en fait l'écosystème dans lequel tu évolues. Mmh mh. Quelle est la mentalité de ta boîte ou de ton équipe? Et surtout, ça reflète aussi ne pas avoir une vision long terme de ton produit data. Mmh mh. Parce qu'en fait, vaut mieux prévoir d'utiliser un outil, qui est beaucoup plus performant, dans une approche, proactive, Mmh mh. que in fine, subir des problèmes de run plus tard et devoir faire la transition, Pandas to, PolarRS en urgence, Mmh mh. tu vois? Avec, une approche réactive. Et donc, ça, c'est ce que j'ai préféré dans l'article. Éviter, le syndrome, du pompier, tu sais, Ouais, ouais. attendre que ça prenne feu pour aller au charbon. Mmh mh. Et p aussi au niveau de la charge mentale, tu vois? Plus anticiper, c'est pour en tout cas, moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est d'être le plus rapidement sur des soucis d'optimisation, tu vois? Mmh mh. Voilà, c'est vraiment, il mettait des mots, en fait, sur, des situations que je pense qu'on a tous les 2 vécues. Mmh mh. Et au final, quand j'ai lu l'article, je m'attendais à du truc technique, pandas, polars, plein de bench partout et cetera. Mmh mh. Et au final, tu vois, j'ai été surpris que la moitié de l'article soit sur ça, Mmh mh. mais agréablement surpris, tu vois? Ouais, je vois. Ouais. Après, c'est sûr qu'en entreprise, mettre en place un projet de migration, c'est pas toujours évident parce que le ROI, il est pas toujours là. En tout cas, sur le moment, effectivement, tu parlais de vision long terme. Mmh. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, on pourrait mettre en place des POC, sur des petits projets ou justement on met en place, PolARS, et voir Mmh. ce que ça donne. Comme ça, petit à petit, si on valide déjà qu'il y a un vrai gain, un Ouais, vrai sur un intérêt à use case. l'utiliser, petit à petit, sur Mmh. les nouveaux devs, on peut faire ça, puis petit à petit, sur les Mmh anciens, mh. sur le legacy, on peut commencer à migrer. Mais Ouais, ça fait ouais, toujours peur de faire carrément. une migration. Après, quid de la quoi, pas de la pertinence, mais la précision des ROI? Mmh mh. Parce que des fois, il y a des coûts cachés énormes, Mmh mh. de run
de non mise à disposition de données, Ouais. qu'on ne sait pas estimer à l'avance, Mmh. en fait. Donc, effectivement, il y a toujours un ROI qui doit être, indispensable, Mmh. mais après, je sais pas si toi tu as bossé déjà sur de la cotation, mais, il y a beaucoup de coûts cachés, je trouve, Mmh. dans notre domaine Bien sûr. Bah, après il y a le run, qui est pas toujours évident à estimer. et Heu, à anticiper, ouais. Mmh, mmh ouais, mh. bien sûr. Mais il y a aussi le fait que quand il y a une phase aussi de migration, le fait de pouvoir mettre en place des nouvelles pipelines, apporter des, nouvelles visions sur les données pour l'entreprise, se met un peu en stand-by. Ouais. Il y a aussi ça, donc faut voir, faut peser un peu le pour Choisir, c'est contre. renoncer, ouais. Eh ben, merci Axel pour cet article. Bah, ouais, Heu, je t'en prie. Comme dernier article, je voulais parler donc ça va être rapide. J'avais lu un article, en titre, c'était, «Comment utiliser, Python sur, SQL Server» et tout de suite, je me suis dit: «Bah, ça peut être intéressant, moi ça m'intéresse». Je ne savais pas qu'on pouvait faire du Python sur SQL Server et c'était dans cette optique-là que je suis allé lire l'article et que je l'ai partagé sur la veille. Hem Et donc effectivement, on peut faire du Python. Il y a une commande spécifique sur, SQL Server, donc c'est Microsoft qui met à disposition une base de données où on peut faire un peu de code, on va dire. C'est un peu plus poussé que le SQL normal, que le SQL, standard et donc on peut passer par un execute, c'est SP execute external script et à partir de là, on peut mettre un script Python. Donc je suis allé voir un peu, ce dont, l'autrice, donc c'est Sacha pardon Korovkina, qui a publié cet article le 15 mai. Ce qu'elle avait utilisé, ce qu'elle avait pu dire sur, l'utilisation de Python. Ce que j'ai pu noter, c'est que les librairies qu'on peut utiliser, c'est des librairies qui sont déjà préinstallées sur SQL Server. Ce qui veut dire que c'est limitant. Parce que si jamais on OK. veut utiliser, d'autres librairies, par exemple Polaris, je crois que c'est Mmh. compliqué. Par contre, il y a Pandas, par exemple, dessus. Mais en tout cas, si on veut utiliser d'autres bibliothèques, ça peut être compliqué. Si on veut faire des bibliothèques custom, pareil. Donc à ce niveau-là, ça reste limité. Heu, Par contre, le fait d'utiliser Python, ça donne aussi de la liberté sur la manière dont on approche la donnée, la gestion de la donnée, dont on prépare la donnée. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bien de pouvoir, mixer entre SQL et Python. Ça évite aussi, tout ce qui est, transfert de données entre, le serveur, le SQL Server et un autre environnement, là où on pourrait faire du Python. Donc pareil au niveau de sécurité des données. Je trouvais ça intéressant aussi. Une grosse limitation, c'est qu'on peut utiliser qu'une table à la fois. Ça veut dire si on se disait: «Tiens, on va faire des jointures avec Pandas», de ce que j'ai compris, c'est mort. Donc Ah ouais, ouais, donc gros ça limite facteur encore un peu. limitant. Ouais, c'est ça. Ouais, Par contre, dans son article, son approche, elle, c'est vraiment de se dire: «Il y a une table, OK, il y a une grosse table», mais elle veut découper la table. Donc apparemment, grâce, au mix des 2, elle peut découper sa table et donc Python, se charge de traiter, certaines parties des données. Je sais plus si c'est en parallèle, ou en séquentiel, mais apparemment ça permet de mieux gérer les données. Apparemment, tu peux profiter de OK. Python pour, j'imagine, faire une sorte de partitionnement et tu gères les partitions. Et après, elle fait du traitement donc dessus. Hem, mais en plus, il y a des questions qui restent en suspens pour moi, c'est au niveau des performances. Parce que j'imagine que si tu fais du Python, c'est exécuté sur le SQL Server, mais, comment ça se passe au niveau des perfs? Est-ce que le Python qui est dessus, est-ce qu'il peut, utiliser tous les processeurs, toutes les ressources? Est-ce qu'il prend les ressources que d'une seule machine? Donc ça peut limiter aussi la puissance. Heu, OK. Ça pourrait être limitant. Au niveau de la maintenabilité du code, ça c'est vraiment le truc, dès que j'ai vu, l'exemple de code, je me suis dit: «Alors là, il y a du SQL», donc déjà du SQL Server. En plus, il y a du Python dans le même script. Je me dis au bout d'un moment, si ça commence à faire un gros script, niveau lisibilité ou maintenance, qu'est-ce que ça va donner? Donc même si je trouve ça super intéressant, à la fin de l'article, j'ai des doutes sur la vraie utilisation en prod et sur, la durée d'utilisation de ça. Est-ce que tu as des doutes sur la pertinence de SQL Server aujourd'hui? Alors, j'en ai fait une fois du SQL Server, Ouais, c'est quand j'étais en moi aussi. stage en Pologne, OK. chez Cofidis Pologne. Moi, ça allait en termes d'utilisation.
Ouais, Mais après, je passais par un outil dédié Microsoft, donc c'est Microsoft, je sais plus, l'IDE en tout cas, c'était, fourni par Microsoft, donc c'était assez limitant. Maintenant, on a quand même, on a du Debeaver ou on a du enfin d'autres IDE qui peuvent être, plus pertinents. Même, l'IDE de BigQuery me paraît plus pertinent maintenant que ce que j'avais à l'époque. Donc je sais pas, je me rends pas compte, je pense que, on est plus dans une phase de cloud, à la AWS, Azure, GCP avec des surcouches avec Databricks ouais, et ce que j'allais Snowflake. dire, c'est que maintenant tout le monde se tire la bourre, Ouais. sur le cloud. Mmh. Heu, Après j'ai jamais fait de Microsoft, mais leur solution, maintenant Azure et Fabric Ouais, Data a Fabric, l'air vraiment pas mal. ouais. Donc pourquoi pas en reparler, si ça tombe, dans ta veille, prochainement. Ouais, ça marche. Ouais, mais effectivement, tout ce qui est SQL Server aujourd'hui, tu vois? Par exemple, dans le même type de produit, tu as Postgre Mmh. et du coup qui est embarqué, par exemple, dans Cloud SQL. Mmh. Tu peux le manager sur Google Cloud Mmh. via Cloud SQL. Mais heu, SQL Server, pour moi, il est en fait, personne mise dessus, pour la suite. Mmh. En fait, à mon avis, c'est plutôt des missions où, c'est une BDD legacy, tu vois, ou que tu as envie d'optimiser, tu vois? Et donc dans ce cas-là, ce type de feature, tombe à pic. Ouais, Mais après c'est vrai que, quoi, si on a un conseil, je pense, à donner aux gens, qui veulent faire de la data, ouais. c'est si vous voyez SQL Server sur l'annonce, c'est pas ce qui se fait de plus sexy, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur les autres emplois, j'en vois pas beaucoup quand même. Ouais, ouais. C'est Mais effectivement, pour optimiser du legacy, c'est top, quoi. très bien. Bah, merci beaucoup Axel pour, ce premier Merci à toi. podcast. Yes. Donc on se verra la semaine prochaine pour un nouveau podcast, sur une nouvelle veille. Ouais, Si, vous voulez, ne pas louper d'autres, Data Watch, pensez à vous abonner et si vous avez des questions ou si vous voulez partager aussi d'autres articles que vous auriez vus, que nous on n'a pas vus, que j'ai pas vu aussi de mon côté, lors de mes veilles, le vendredi, n'hésitez pas à les pousser en commentaire. Merci à tous. salut.